La réalité, c'est que tout le monde va avoir accès à ces outils-là. Donc, cette compétition-là, elle va continuer d'augmenter, puis toutes les entreprises vont avoir accès. Fait que je pense qu'après ça, c'est juste comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'utilise mieux que les autres, puis qu'on puisse le mettre en application au bénéfice des clients là-dedans. Ben écoute, merci premièrement. Plaisir, merci. Merci à toi. Écoute, pour ceux qui nous écoutent, je te présente François-Jérôme Gosselin, président et cofondateur de Novatize depuis 2014. C'est un projet universitaire que tu as parti avec un autre de tes cofondateurs encore aujourd'hui, je pense. Exactement. Puis après ça, un troisième qui s'était rajouté assez rapidement dans l'aventure. Fait que il devait voir ça aller. Il a saisi l'opportunité. Il s'est dit, il y a quelque chose qui se passe. Ouais, c'est ça, exact. Fait que on est trois depuis 2014 là, comme. Depuis 2014 aussi. Ouais, comme partner là-dedans. Là. Cool. Puis vous êtes rendu à 70 employés. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez des gros clients quand même, là, des clients qu'on reconnaît comme Simons, Via Rail, Lambert Design, Dessert. Ouais. Aujourd'hui, on te voit un peu comme une référence dans le commerce électronique. Je suis sûr que tu as toutes sortes de perspectives intéressantes à partager. J'espère. Puis, ben écoute, mais j'aimerais ça commencer par parler, mettons, du début. Tu sais, pourquoi est-ce que vous êtes rentré, comment vous avez trouvé votre niche, pourquoi tu as parti ça, c'est quoi qui t'a fait... Oui, c'est une bonne question. Écoute, on recule en 2014. Aujourd'hui, ça a l'air évident. On a vécu une période assez spéciale aussi entre 2020 et encore aujourd'hui, mettons. Mais à l'époque, commerce électronique était pas si populaire que ça comme nous. Même quand on a parti l'entreprise, il fallait vendre le commerce électronique avant de vendre Novatize. C'était pas toutes les entreprises qui étaient prêtes à investir pour se lancer dans cette aventure-là. Puis nous, ben, écoute, pour faire une histoire courte, justement, à l'université, je pense que mon cofondateur, Pierre-Olivier, puis Philippe aussi, on était trois qui savaient qu'on voulait partir d'une entreprise, puis tout ça. Puis on a eu un premier mandat en plateforme web générale, puis ça, on savait qu'on était capable d'en faire, qu'on voulait en faire, puis tout ça. Fait qu'on se cherchait un petit peu, puis c'est vraiment avec ce premier mandat-là qui était pour un traiteur, qui était vraiment un traiteur alimentaire, puis qui avait des enjeux d'affaires, qui voulait être capable d'automatiser sa prise de commande en ligne. Fait qu'il y avait beaucoup d'enjeux de tel produit, tu peux l'acheter avec celui-là, mais pas avec ceux-là, par exemple. Tous les clients n'ont pas nécessairement les mêmes prix, des restrictions alimentaires aussi, puis tout ça. Puis, on se rendait compte aussi qu'on avait des conversations beaucoup plus profondes avec les entrepreneurs derrière ces entreprises-là, parce qu'on venait toucher à leur chiffre d'affaires, toucher à leur rentabilité, toucher au futur. Fait que c'est une conversation qui venait presque personnelle, là, en fait, au final. Fait que ça, on a vraiment aimé ça. Puis c'est à partir de ce premier mandat-là qu'on a dit, OK, on pense qu'on tient quelque chose, let's go. Fait qu'on va démocratiser ça un petit peu, tout ce qui est commerce électronique, puis on va rentrer dans cette sphère-là. Ceci dit, ça existait déjà, c'était déjà là, mais c'était pas ce qu'on voit aujourd'hui, là, où c'est quand même des parts significatives des chiffres d'affaires d'entreprise. Mais je pense que tu l'as bien dit aussi, tu sais, de démocratiser, parce qu'à quelque part, c'est pas... En tout cas, moi, je m'en rappelle aussi, en 2014, j'étais en business, j'ai parti en 2009, puis il y avait encore comme une genre de réticence, tu sais, il y avait encore comme une méfiance peut-être, là, tu sais, de dire, oh, c'est peut-être pas si important que ça, alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, là, c'est des consommateurs aussi, là. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une ère où rentrer sa carte de crédit en ligne, c'était un no-go, là. Puis après ça, il y a eu l'ère aussi où de la rentrée sur un ordinateur de bureau, OK, mais sur mon téléphone, non. Fait qu'il y a eu une genre de progression aussi où les consommateurs ont dicté un petit peu le mouvement du marché là-dedans. Fait après ça, comme entreprise, ben, tu peux t'adapter, mais c'est vraiment ceux-là qui sont arrivés tôt, puis qui avait une notoriété là-dedans en commerce électronique qui était là quand le consommateur était prêt après ça, puis qui ont pu en bénéficier beaucoup. Fait que c'était un fun ride depuis 2014. Je trouve ça intéressant aussi que tu parles de l'évolution, mettons, du consommateur. Parce que tu regardes justement la carte de crédit sur l'ordinateur, éventuellement sur le téléphone. Aujourd'hui, on a plusieurs applications qui rendre ça simultané. Tu peux quasiment commencer à un endroit puis finir sur l'autre. Absolument. Puis ça me fait penser un peu à notre première conversation sur justement le commerce unifié. Moi, c'était une des premières fois que j'entendais ça. Versus, mettons, comment est-ce que tu distingues
le 3.0, l'unifié, ou vers où ça s'en va? Ouais, écoute, non, c'est drôle que tu amènes ça comme ça. Moi, je suis moins un fan des 2.0, 3.0. On dirait que je perds vite, je perds vite le fil des updates. Mais, tu sais, nous, c'est vraiment notre prochaine mission, là, de démocratiser ça puis de montrer un petit peu la valeur ajoutée que ça peut avoir dans le marché. Mais essentiellement, quand on parle de commerce unifié, on parle d'une prochaine ère suite au omnicanal. Fait que, tu sais, si on fait un historique rapidement, commerce électronique, ça commençait au début, les gens avaient une boutique en ligne, ils dédiaient de l'inventaire comme ça, puis ils le géraient comme un magasin physique. T'sais. Fait que tu as quelques magasins, puis tu as aussi ton magasin en ligne. Là, depuis quelques années, on est dans une ère d'omnicanal, que ça, probablement, en fait, tous les détaillants, puis beaucoup d'entreprises au Québec connaissent ce terme-là, se sont fait une stratégie dans ce sens-là, qui n'est pas évidente, puis qui n'est pas tout le monde qui a fait non plus encore, là, soit dit en passant, mais qui constitue de vraiment partir de ta chaîne d'approvisionnement jusqu'à tous tes points de vente, puis t'assurer que tu as une cohésion là-dedans, puis que ton inventaire suit, que les consommateurs sont capables de savoir, si je veux aller chercher à tel magasin, par exemple, est-ce qu'il est disponible? Est-ce que j'ai le bon prix d'affiché pour moi en ligne? Fait que vraiment, en anglais, l'expérience seamless ou fluide, bref, là, qu'on va voir avec ça. Fait que déjà, ça, c'est quand même un bon challenge à amener pour les entreprises. Puis là, la prochaine ère qu'on voit, qui a été beaucoup, qui est là beaucoup en Europe, qui est là aussi aux États-Unis, je pense que l'Europe est en avance même sur les États-Unis, puis qu'on voit arriver, commerce unifié, c'est vraiment de consolider tout ça, puis d'amener, le client au centre, des décisions, puis de toutes les décisions d'affaires qu'on va faire, puis d'avoir la donnée pour chacun des clients. Fait que si je prends un exemple vraiment simple, toi, Ben, tu t'en vas magasiner en ligne chez ton marchand favori, tu ajoutes quelque chose au panier, mais tu ne convertis pas pour X raisons. C'est pas grave, tu peux aller le voir en magasin, bref. Fait que tu t'en vas le voir en magasin, puis tu l'achètes. Il faut que ces systèmes-là se parlent pour qu'eux, ils sachent que Ben, il l'a acheté, cette paire de pantalons-là, finalement. Moi, si je t'envoie un courriel après ça pour te dire « Hey, tu n'as pas converti, là, on va te donner un 10% pour que tu l'achètes, là, ta paire de pantalons. » Mais c'est pas vrai, tu l'as acheté en magasin. Fait que ça, il y a des breaks. C'est frustrant comme consommateur si tu reçois le rabais après coup. Il y a ça, exact. Il y a ça aussi, surtout si c'est une stratégie de rabais pour ramener les gens. Là. Mais c'est-à-dire qu'il y a un paquet de petites... je vais appeler ça des petits breaks ou des petites fissures dans l'expérience client qui existent encore, qu'on vise à venir colmater avec ce genre de stratégie-là. Puis des problèmes de loyauté, ça peut aider pour ça. Juste bien aussi gérer tout l'écosystème numérique à l'interne dans une entreprise. Fait qu'il y a plein de façons de le faire. Mais fait que c'est un petit peu ça le next step. Puis ce qui est intéressant par contre là-dedans, c'est que on peut tout ramener la vision des revenus d'entreprise principalement dans une entité, puis dire, mes revenus en ligne, maintenant, je peux les considérer aussi comme des revenus généraux d'entreprise, on va dire, ou des revenus globaux, même chose pour les revenus en magasin, parce qu'on vient merger vraiment toute l'expérience autour du client qui va faire sa transaction, là, finalement. Puis c'est ça, je pense que ça doit apporter aussi une certaine visibilité puis une certaine intelligence, mettons, aux efforts marketing. Si tu commences à un endroit et tu convertis à l'autre, l'attribution n'est pas uniquement donnée, mettons, au point physique. Ça peut aussi être associé peut-être à une campagne ou à un autre. T'sais. Exact. C'est sûr que la performance a bien augmenté beaucoup. Puis, on s'entend, le but, c'est tout le temps de donner la meilleure expérience au client, là, au final. Fait que, oui, il y a des choses au niveau du marketing qu'on vient améliorer beaucoup. Mais réellement, je pense que l'indicateur qui parle beaucoup là-dedans, c'est l'indice de satisfaction client. Qu'on va venir voir augmenter beaucoup là, dans les entreprises qui vont faire cette transition-là. As-tu accompagné? Vous, est-ce que vous êtes en mesure d'aider d'autres entreprises à l'extérieur du Québec aussi? Oui, il y a des entreprises qui viennent nous voir aussi pour rentrer sur le marché canadien. Il y a une entreprise qu'on connaît beaucoup qui c'est une petite entreprise, là, mais qui a le disclaimer qui fait partie du portfolio d'entreprises novateuses. C'est-à-dire qu'on a aussi des 2-3 brands à l'interne qui nous appartiennent. Là, fait que pour avoir ça. Une compagnie qui est dans l'accessoire canin, par exemple, puis qui était là, qui s'appelle. Puis eux, justement, on est allé chercher vraiment une expérience. On l'a fait par l'expérience client aussi beaucoup. Là, fait qu'on a investi dans différentes fonctionnalités vraiment pour le consommateur canadien ou américain, puis tout ça. Puis on s'est démarqué à travers certaines choses là-dedans qui ont fait que ça a quand même gagné en notoriété.
Les produits aussi, c'était des produits qui étaient de qualité, donc c'était plus facile de percer le marché. Ça, je pense, je dirais, je vais peut-être même y aller sur un aspect conseil ou peu importe, là, je bifurque ta question, mais je pense que c'est souvent ça, là, c'est l'offre de produits par rapport au marché. Parce qu'après ça, on peut dépenser des sommes assez intenses en marketing, puis on n'est pas toujours ce partenaire-là en marketing, mais on en voit beaucoup. Mais l'étude de marché, les tests de marché aussi, d'aller dans une petite région, de le cibler, puis de s'assurer qu'on a une bonne réponse, d'avoir du feedback des clients là-bas. Puis c'est souvent comme ça qu'on voit les success stories, honnêtement. Après ça, l'offre de produits, le test de petit marché, puis après ça, dire, OK, c'est correct, là, on a une preuve, on est capable d'aller de l'autre bord de la frontière. Parce que c'est attirant, les États-Unis, on va se le dire. Là, c'est sûr. Quand on est au Québec, on regarde ça, puis c'est super proche, puis on se dit qu'il y a de l'argent, puis tout ça, mais il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent, fait que c'est la même chose de l'autre bord, pour en dépenser des fois plus, fait que il y a des façons de faire aussi pour minimiser ce risque-là, puis s'assurer d'un succès. Là. OK. Puis c'est quoi les prochaines étapes? Tu disais, vous mettez les pions en place maintenant pour passer à la prochaine étape au niveau de la croissance. Ben, je dirais que c'est vraiment ce qu'on parlait tantôt, là, le commerce unifié, de regarder, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme corde à notre arc au niveau expertise, compétences, mais surtout avec notre perspective de ce qui va arriver dans le marché. Fait que, on parle beaucoup, évidemment, d'intelligence artificielle. On n'a pas parlé, c'est quasiment une bonne chose qu'on n'ait pas parlé, on en parle trop. Ça n'arrête pas. Mais je veux dire, ça fait quand même partie de la game, veut pas. Oui. Il va y avoir, on parle de réalité augmentée, on parle de tout, je te dirais, l'intégration aussi des systèmes pour justement faire cette unification-là. Donc, nous, c'est vraiment de regarder ça puis de projeter c'est quoi l'expérience parfaite unifiée pour... alors on a beaucoup parlé de détaillants, mais les entreprises B2B, là, manufacturières, puis distribution aussi, là, c'est une super belle partie de notre clientèle aussi chez nous. Donc, comment on peut amener ça? Puis nous, on va concevoir une stratégie d'entreprise autour de ça pour pouvoir tout le temps aller plus loin. Mais c'est vraiment sur ça qu'on s'enligne. Justement, par rapport à l'intelligence artificielle, tu as ouvert la porte, mais juste par curiosité, comment est-ce que tu penses que ça a un impact aujourd'hui et dans le futur, mettons, pour les entreprises québécoises particulièrement? C'est-tu un avantage? Je veux dire, c'est un multiplicateur, là, je pense. Oui, c'est bien dit. En fait, là, je pense que tu m'enlèves les mots de la bouche, là, mais c'est un outil formidable. Là. C'est comme ça qu'il faut le voir. En fait. C'est pas compliqué. Là. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont faire peur un petit peu parce que les solutions technologiques sortent toujours des choses qui, par exemple, comme une entreprise comme nous, vont faire que la solution devient plus accessible, plus facile, par exemple, aux entreprises à utiliser à l'interne. Exact. Par contre, il y a toujours des challenges d'entreprises qui sont à surmonter. Nous, ça nous aide aussi à élever notre offre. Il n'y a personne qui veut être juste un doer puis pas réfléchir finalement. Fait que nous autres, on veut amener cette valeur ajoutée-là aussi puis dire, ben oui, absolument, il y a cet outil-là qui va te permettre d'automatiser ça dans le futur, mais voici comment tu devrais l'utiliser puis comment tu devrais le mettre en application. Parce que la réalité, c'est que tout le monde va avoir accès à ces outils-là. Donc, cette compétition-là, elle va continuer d'augmenter puis toutes les entreprises vont avoir accès. Fait que je pense qu'après ça, c'est juste comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on l'utilise mieux que les autres, puis qu'on puisse le mettre en application au bénéfice des clients là-dedans. Je trouve ça intéressant justement de dire que tout le monde va l'utiliser. Fait que si on part de la prémisse que l'intelligence artificielle est un multiplicateur, si tu l'utilises ou tu l'utilises pas, ça peut pas être, c'est soit positif ou négatif, c'est pas neutre. On peut pas, si on fait rien, c'est par la force des choses négatif, ça va avoir un impact négatif parce que les autres vont l'utiliser. Oui, vraiment, là, je suis d'accord avec ça. Puis il y a tellement d'applications, puis on le voit pas, mais même dans les logiciels, là, pour automatiser certaines choses. Ben, je peux t'en donner un, mais que je donne tout le temps comme exemple. Mais souvent, dans une organisation, on va faire des connecteurs pour justement connecter des systèmes ensemble. Puis des fois, il y a un temps fou à juste préparer la donnée, fait que la nettoyer, là, en bon français, mapper ou cartographier les différents champs à connecter ensemble d'un système à un autre. Puis ça, c'est tout le genre de choses qu'une intelligence artificielle peut faire. Fait que, des fois, on dit aussi, c'était vrai, ça l'est encore, mais on dit, il faut la fameuse expression garbage in, garbage out. Fait que faut que tu donnes de la donnée propre à l'intelligence artificielle, mais maintenant, l'intelligence artificielle peut t'aider à nettoyer cette donnée-là. Fait que ça, c'est pas négligeable parce que c'est un outil qui permet d'aller plus vite, puis après ça, d'utiliser
des systèmes internes de façon beaucoup plus rapidement que le temps de développement habituel, là, par exemple. Fait que ça aussi, ça peut être d'une grande aide sur le behind the scenes, des fois qu'on ne voit pas. Ben, je me pose la question, tu sais, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Bon, il y a une multitude de facteurs qui viennent jouer là-dedans, c'est sûr. Ouais. Mais qu'est-ce qui a exacerbé ça au point qu'on en est rendu maintenant dans les dernières années? Puis je me demande si c'est pas tout, là, c'est à mon tour d'utiliser les anglicismes, là, mais toutes des stacks technologiques qui font en sorte qu'on a une multiplication d'offres. C'est ça, en fait, qui dilue un peu là, le bassin de talent. Oui, c'est une grande question. Oui, je sais pas. Qu'est-ce qui a créé la pénurie? Mais tu sais, c'est sûr que la technologie a tellement avancé rapidement, il y a tellement eu de transformation d'entreprises que c'est sûr que ça demande un pivot dans le marché où les gens, il y a des nouveaux métiers qui se créent. Fait que, tu sais, si tu fais ton net après ça, des métiers qui sont peut-être moins pertinents qu'avant, puis là, les nouveaux métiers qui ont été créés avec ça, il y en a une panoplie. Là. Fait que probablement qu'on est plus dans le positif là, que dans le négatif. Là. Fait que ça a recueilli beaucoup de monde. Puis, c'est un problème de qualité dans la mesure où les gens ont des meilleurs jobs. Ouais, ben oui. Mais c'est ça. Au moins, ça a ce côté-là positif, mais pour la réalité de la petite entreprise, ou même en fait de toutes les entreprises, c'est un réel défi, là, justement, aller chercher du monde de talent et les garder. Comment tu fais pour les garder? Écoute, moi, je suis vraiment, depuis le début de l'entreprise, là, la culture, moi, je trouve ça, on a toujours bâti l'entreprise avec la culture d'entreprise. Avant même de s'adresser aux clients, même, je te dirais, on s'adressait à l'équipe, puis vraiment, on travaillait sur la culture. Ça va être cliché, là, mais moi, j'aimais beaucoup, quand on avait parti l'entreprise, la phrase de Richard Branson qui disait « Take care of your employees, they will take care of the clients ». On est parti beaucoup avec cette prémisse-là, puis écoute, nous, ça a toujours été partie de l'ADN. Fait que tout ce qui est, qu'on parle juste des conditions, mais aussi après ça, de la vibe à l'interne aussi, du travail d'équipe, d'avoir une fin, d'être fier des projets que tu livres. Là. Je pense que ça, honnêtement, moi, je pense que dans tout ce qu'on peut dire sur la rétention, là, parce qu'après ça, on peut parler de travail à distance, on peut parler de conditions, on peut parler de peu importe, mais je pense qu'à la fin de la journée, si les gens sont fiers de ce qu'ils ont livré, puis ils ont travaillé en équipe, pas grand-chose qui bat ce sentiment-là, là, honnêtement. Là. Fait que je trouve que le travail, c'est probablement un des aspects les plus abstraits, fait que c'est simple dit comme ça, mais d'amener cette culture-là, puis de la faire vivre, puis qu'elle soit tout le temps là, ça prend des beaux projets, ça prend des bons challenges, ça prend un paquet d'ingrédients à cette recette-là pour être capable de la faire vivre. Mais je pense que c'est vraiment ça que ça prend dans tout type d'entreprise. Là, je parle en service, mais dans le produit aussi, ça prend quelqu'un qui va croire à ton produit aussi, qui va vouloir y participer, livrer quelque chose. Mais tu regardes Apple ou Tesla, je veux dire, c'est des produits qui vendent, mais il y a une fierté dans ceux qui vendent. Puis, je veux dire, c'est des gens qui... hey, moi, je travaille pour... Je travaillais sur le dernier iPhone, c'est hot, là. Fait que c'est exactement ça qu'il faut créer. Fait que je pense que ça passe beaucoup par ça, l'accomplissement, puis dans la pyramide de Maslow. Oui. Ben good, écoute, merci beaucoup. Je sais que tu es descendu de Québec ce matin. Là, ça fait plaisir. C'était une très agréable conversation. Oui, merci à toi, Ben. Vraiment. C'est ça. Yes. Merci. Right.